L'accord entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés a été signé ce mardi à Khartoum. Ce nouvel accord de paix est destiné à mettre fin à des années de violence en Centrafrique. L'Assemblée nationale puis le Sénat malgache ont tour à tour voté pour autoriser Andry Rajoelina à légiférer par ordonnance. Ce, jusqu'à la tenue des élections législatives prévues le 27 mai prochain. Enfin, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est prononcé lors de la conférence African Mining Indaba en Afrique du Sud. Il a notamment appelé à la transformation du secteur minier en Afrique. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et merci d'en prendre le rendez-vous. L'Assemblée nationale puis le Sénat malgache ont tour à tour voté pour autoriser le nouveau président du pays, Andry Rajoelina, à légiférer par ordonnance. Et ce, jusqu'à la tenue des élections législatives prévues le 27 mai prochain. La précision. Mardi matin, les 52 sénateurs présents ont approuvé le projet de loi déléguant provisoirement leur pouvoir de légiférer au chef de l'État, imitant leurs collègues députés qui l'avaient entériné vendredi par 95 voix sur 102. Le texte a été adopté pour permettre au chef de l'État de prendre ses premières mesures rapidement. Le mandat des députés s'achève officiellement ce mardi et leurs successeurs ne seront élus que le 27 mai. Les résultats des élections législatives devraient être connus au plus tard le 2 juillet, a indiqué mardi devant les sénateurs le ministre de l'Intérieur. Élu en décembre au terme d'une féroce bataille avec son rival Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina a promis de sortir la grande île de la pauvreté extrême, de relancer l'économie et de créer des emplois ainsi que de lutter contre la criminalité. Entre autres mesures immédiates, il a notamment annoncé la construction d'un pipeline de 225 km pour amener de l'eau potable dans le sud du pays frappé par la sécheresse, dont la population souffre de malnutrition. Rajoelina avait déjà dirigé le pays de 2009 à 2014. Les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis pour un sommet ce mardi à Ouagadougou. Objectif, impérativement réfléchir à des solutions pour tenter d'enrayer la spirale infernale dans laquelle s'enfonce le Burkina Faso. Les attaques djihadistes s'y multiplient avec encore 14 personnes tuées lundi. Les images. Le Burkina Faso, hôte de ce sommet qui était parmi les pays les plus paisibles au moment de la création du G5 Sahel, est aujourd'hui victime d'attaques de terroristes aux visées obscurantistes, a constaté l'ancien chef d'État burundais Pierre Buyoya, représentant de l'Union africaine au sommet. L'Union africaine exprime sa solidarité et sa compassion au gouvernement et au peuple burkinabé et les encourage à se mobiliser pour résister ensemble dans l'unité aux actions de déstabilisation des groupes terroristes. Elle les exhorte à fermer toutes les brèches permettant à l'ennemi de prospérer, a-t-il conseillé. Lundi à l'aube, 14 civils ont été tués dans le nord du Burkina à Kenne, une localité située dans la province du Yatanta, frontalière du Mali. Il s'agit d'une des plus graves attaques enregistrées dans le pays. En riposte, l'armée qui s'est montrée incapable d'enrayer la spirale de violence ces derniers mois assure cette fois avoir mené dans la journée des raids terrestres et aériens dans 3 provinces du Nord au cours desquels elle affirme avoir tué 146 djihadistes. L'armée a affirmé aussi n'avoir eu à déplorer que des blessés légers, mais aucune perte en vie humaine lors de cette riposte, ajoutant que les opérations se poursuivaient. Les civils comme les forces de l'ordre paient depuis 2015 un lourd tribut dans les attaques djihadistes. Cette dernière attaque porte à près de 300 morts, le bilan depuis 4 ans. Les attaques sont attribuées notamment au groupe Ansarul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Mesdames, Messieurs, je l'annonçais en titre, paraphe ce mardi par le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés à Khartoum d'un nouvel accord de paix destiné à mettre fin à des années de violence en Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, au nom du gouvernement, a paraphé le document de sortie de crise. Omar El-Béchir, dont le pays a accueilli les négociations conduites par l'Union africaine et l'ONU, était présent à la cérémonie. C'est à Bangui, la capitale centrafricaine, qu'aura lieu dans les prochains jours la signature de l'accord de Khartoum. Cependant, le gouvernement et la présidence de Centrafrique n'ont pas précisé de date. De même que le contenu de l'accord,
Aucun détail n'a été encore diffusé. Selon le chef de la délégation gouvernementale de Centrafrique, le contenu sera rendu public après la signature. Lancées le 25 janvier à l'initiative de l'Union africaine, les négociations de Khartoum ont rassemblé les principaux chefs des groupes armés et une importante délégation gouvernementale. Pas moins de 7 accords de paix ont été signés en 5 ans, sans qu'aucun n'aboutisse au retour de la stabilité. La Centrafrique est riche en diamants, or et uranium. Les groupes armés, qui contrôlent de 70% à 80% du territoire, s'y affrontent pour le contrôle de ces richesses. De nombreuses crises politiques perturbent la Centrafrique depuis des années, mais certains citoyens, au lieu de s'installer définitivement à l'étranger, ont décidé de revenir au pays. Ils s'impliquent dans tous les secteurs, malgré les dangers. On les appelle les répats. Sur son sidecar, Auguste se rend dans son exploitation agricole, près de la capitale centrafricaine. À Bangui, Clément Dotizo poursuit ses investissements, en attendant la rentrée du Parlement, où il a été élu député. Quant à Faye Adjoued, il fait ses dernières répétitions avant un concert. Leur point commun, ce sont des répats, des Centrafricains, expatriés en France, qui ont décidé de rentrer à Bangui, malgré les crises qui secouent le pays. Moi, quand je rentrais, d'abord mes compatriotes à Paris me disaient « il est fou ce monsieur ». Fou, Clément Dotizo ne l'est assurément pas. En France, son entreprise peinait à décoller. À Bangui, il a créé l'une des plus grosses sociétés du pays, avant d'être élu député. Dans son immense villa, il se félicite d'avoir fait le choix de rentrer. Aucun regret, parce que je vois ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes et tout, vous voyez que j'ai vraiment fait un bon choix pour rentrer chez moi aujourd'hui. Dans son exploitation agricole, Auguste Goula arbore aussi un grand sourire. Il est revenu en 2008, en vacances, et n'est plus jamais reparti. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte des opportunités et de tout ce qu'on pouvait faire dans ce pays. Depuis son retour, Auguste a lancé un bar à concert, une boulangerie, ainsi qu'un bassin de pisciculture. Il aimerait que d'autres Africains fassent le choix du retour. On est en train de perdre beaucoup de talent et beaucoup de cerveau et de talent, je pourrais le dire comme ça, quoi. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas qui étaient ici talentueux, qui se sont perdus dans la masse en Europe parce qu'il y a la concurrence est beaucoup plus évoluée. Il y a beaucoup plus de concurrence, je dirais, qu'il y a en Afrique. Une concurrence moins féroce et plus d'opportunités économiques. Voilà les raisons avancées par ceux qui ont choisi de retourner en Centrafrique. Une explication paradoxale que Faye Adjoued raconte dans ses chansons. En Somalie, les forces de sécurité sont présentes sur les lieux de l'assassinat du directeur maltais du port de Bosaso, le plus important de la région semi-autonome du Puntland. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab. Les islamistes radicaux somaliens Shebab ont mené 2 opérations d'envergure ce lundi en assassinant le directeur maltais du port de Bosaso, le plus important de la région semi-autonome du Puntland, et en causant au moins 9 morts dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio. Les Shebab ont revendiqué l'assassinat de Paul Anthony Formosa, qui dirigeait le port de Bosaso. Il a été abattu dans la matinée par un homme armé dans l'enceinte du port. Selon un responsable sécuritaire local, Mohamed Darir, les forces de sécurité ont tué l'assaillant sur place. C'est par le biais d'un communiqué de leur porte-parole Cheikh Abdiaziz Abou Moussab que les Shebab ont revendiqué l'assassinat du directeur du port. Cette attaque fait partie d'un plan plus large ciblant les compagnies mercenaires qui pillent les ressources de la Somalie, indique le communiqué. Paul Anthony Formosa était le responsable du port depuis août 2017, selon son curriculum vitae posé sur son compte LinkedIn. Et parlons toujours de l'assassinat du directeur maltais du port de Bosaso en Somalie. Le président de la région semi-autonome de Puntland a adressé ses condoléances à ses proches. On le suit. Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus clément, j'adresse aujourd'hui mes plus sincères condoléances aux familles de Paul Anthony Formosa, directeur du port de Bosaso, qui a été tué dans ce port. Paul Anthony Formosa, le meurtre de Paul aujourd'hui n'est pas seulement l'assassinat d'un directeur de port, c'est aussi un massacre contre la population de Puntland
Elle vise à détruire le développement, l'économie et la réputation de l'État. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est prononcé lors de la conférence African Mining Indaba en Afrique du Sud. Il a notamment appelé à la transformation du secteur minier en Afrique. Imaginons. Pour Nana Akufo-Addo, il est nécessaire que le gouvernement et les sociétés minières collaborent de manière intelligente et durable. Des propos forts tenus à Cape Town, en Afrique du Sud, aux activités de Mining Indaba, édition 2019. Ce forum est organisé du 4 au 6 février sous le thème « La diversité dans les mines et le développement durable ». Cette édition 2019 marque le 25e anniversaire de Mining Indaba. Même si, au fil des ans, quelques sociétés minières ont complémenté le travail du gouvernement dans ces collectivités, je suis certain qu'on peut faire beaucoup plus pour transformer les collectivités si le gouvernement et les sociétés minières collaborent de manière intelligente et durable. L'Afrique a rendu le monde riche grâce à ses minéraux. Nos pierres précieuses ornent les couronnes et les maisons dans le monde entier. Il est temps de faire prospérer l'Afrique et de permettre à son peuple d'atteindre un niveau de vie digne. Rejoignez-nous dans ce projet passionnant pour une croissance économique durable. Plusieurs autres thèmes sont abordés tels que l'importance de l'exploitation minière de cobalt, éthique en RDC et ses avantages sur la technologie. Des responsables de différentes sociétés minières, y compris des multinationales opérant en RDC, participent à ce forum minier. C'est aussi tenu un débat d'experts sur le rôle des communautés dans l'avenir de l'industrie minière en Afrique. Plus de 6 000 délégués ont confirmé leur participation, dont plus de 900 dirigeants miniers, plus de 500 investisseurs, ainsi que plus de 35 ministres africains en charge des mines. En France, un violent incendie est survenu dans le 16e arrondissement de Paris. 8 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées. Selon les premiers éléments d'enquête, le sinistre serait d'origine criminelle. Au moins 8 personnes ont péri dans un incendie survenu dans le 16e arrondissement de Paris. Une trentaine d'autres ont été blessés. 6 pompiers figurent parmi les blessés. Un bilan qui pourrait toutefois encore s'alourdir, les opérations de reconnaissance n'ayant pas encore eu lieu dans les derniers étages de l'immeuble, là où le feu était le plus violent. Plus d'une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence à l'aide de grandes échelles notamment. 2 immeubles adjacents ont également été évacués par mesure de précaution. Sur place, le ministre de l'Intérieur et la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour s'enquérir de la situation. Il a fallu plus de 5 heures d'intervention aux pompiers pour finalement arriver à maîtriser le feu, dont l'origine n'a pas encore été déterminée. Au total, quelques 200 pompiers sur place ont participé aux opérations. Cet incendie est le plus meurtrier survenu à Paris depuis 2015, lorsqu'un feu d'origine criminelle avait provoqué la mort de 8 personnes, dont 2 enfants, dans un immeuble de la rue Mira, dans un quartier très populaire qui abritait des familles immigrées. Le 12 janvier dernier, une explosion de gaz suivie d'un incendie avait fait 4 morts dans le 9e arrondissement de Paris. Et c'est sur les images de ce drame que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.